la marque elle dépense des milliers d'euros tous les mois et elle se rend compte que finalement, il y a 90% de cet argent-là qui est fait pour aller acheter des clients qui étaient déjà les leurs. Clairement, en tout cas, sur la partie Meta Ads, la créa, c'est là où doit se concentrer l'effort. Enfin, moi, ce que j'adore dans notre métier, de plus en plus, c'est qu'en fait, ça redevient un métier de marketing. Là où avant, c'était un peu un métier technique. Et je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui sont bons, c'est plutôt ceux qui font preuve de bon sens marketing dans leur travail. Est-ce que dans 5 ans, l'IA gérera mes campagnes mieux qu'une agence ? En gros, est-ce que demain, vous allez faire remplacer par l'IA sur la création des créas, d'une part, mais aussi sur la gestion des campagnes ? Bonjour, bienvenue dans le podcast du Shop des Titans, le podcast de l'agence Shopify Moon. Aujourd'hui, je reçois un invité que je connais depuis un petit moment maintenant, qui a une agence d'acquisition qui s'appelle XPLR, qui s'appelle Thomas Jossom. Salut Thomas. Salut Simon. Tu vas bien ? Bah, ça va très bien et toi ? Ouais, nickel. Ça me fait très plaisir d'être sur le Shop des Titans aujourd'hui. Eh ben écoute, je suis très content que tu sois là aussi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et puis j'avais été invité dans ton podcast. Alors c'est pas pour ça que je t'invite, c'est parce que ça faisait longtemps que je voulais que tu viennes, même avant que tu m'invites. Mais c'est juste qu'on n'a pas du tout eu le temps de s'organiser ça. Donc là, c'est le cas et je suis très content que ça puisse enfin se faire. C'est le grand jour. C'est le grand jour. On va parler de plein de sujets aujourd'hui. On va parler de Google Ads, de Meta Ads évidemment. Mais on a un peu préparé ce podcast et j'ai décidé de te titiller sur d'autres choses que ces deux sujets-là que tu maîtrises très très bien. Et j'ai hâte qu'on parle de tout ça. On va parler beaucoup de créa aussi. On sait que c'est très central aujourd'hui maintenant pour les agences d'acquisition. Donc, je dis quelque chose qui paraît évident, mais tu maîtrises très bien le sujet, donc c'est hyper intéressant d'avoir ton retour. Et puis en fin de podcast, on va mettre les pieds dans le plat sur les agences d'acquisition, l'IA, dans quelle mesure ça vient perturber l'acquisition, notamment sur le e-commerce, qui sont nos sujets en commun qu'on connaît très très bien tous les deux. Pour voir comment aujourd'hui vous vous adaptez votre façon de travailler, comment vous accompagnez aussi. Alors, c'est pas une pub pour XPLR qu'on va faire là, l'idée c'est de vous donner des conseils évidemment, mais en tout cas de voir comment vous adaptez ça, qu'est-ce que peuvent faire les marques en direct qu'elles ne faisaient pas hier et tout, tu vois, ce genre de trucs, ça peut être hyper cool. Et j'ai beaucoup aimé les réponses que tu as commencé à me donner tout à l'heure, donc j'ai hâte que tu nous le redises au micro. Et donc voilà, et puis on finira avec un petit questionnaire vrai-faux sur des sujets aussi un peu polémiques autour du e-commerce et de l'acquisition. Et tu nous diras ce que tu en penses. Je vais te mettre à mal. Et donc, pour présenter quand même ton agence, Thomas, et puis tu compléteras si jamais il y a des choses que tu souhaites rajouter. Donc, vous êtes une agence d'acquisition, principalement sur Meta Ads et Google Ads, mais vous faites plein d'autres choses aussi, tu en parleras. Ouais. Et vous bossez beaucoup avec des NVB D2C, notamment le petit ballon, le pantalon, Léo et Violette, Picture, qui est une marque que j'aime beaucoup, je te le dis tout à l'heure. Orchestra, donc, qui est du retail pour les enfants, 250 magasins en France, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. TBS, Terre de Marin et évidemment plein d'autres marques. On a aussi quelques clients en commun, donc c'est pour ça qu'on se connaît un peu. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour présenter l'agence ? Non, tu l'as très bien présenté. On est une agence d'acquisition pour les marques e-commerce. Et donc, on s'occupe d'investir leur budget média sur Meta, Google, mais aussi sur les autres régies de social ads, TikTok, Pinterest, Snapchat. Et puis, on a aussi un pôle créa qui conçoit et imagine les créas qu'on met au bout de nos campagnes. Ouais, ça me paraît indispensable. Ça d'ailleurs, on va en parler tout de suite. La partie créa est hyper importante de plus en plus sur les publicités. Il y a un canal d'acquisition sur lequel la créa est un peu moins importante. C'est Google Ads et notamment Google Shopping. En préparant ce podcast, tu disais que Google Ads, au global, c'était intéressant, mais que c'était surtout Google Shopping qui avait un impact. Ouais. Tu me dis, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Hein, non, pour ça. C'est ça. Enfin, disons que quand on fait de la publicité et qu'on est une marque e-commerce, il y a des quantités de choses qu'on peut faire. Ouais. Ce qui est important, c'est de prioriser les actions et de les prendre les unes après les autres et de ne pas s'éparpiller et d'aller dans la mauvaise direction. Et effectivement, sur Google plutôt, tu peux faire de la publicité sur plusieurs espaces. Ouais. Tu peux faire de la publicité sur du search, tu peux faire de la publicité sur du display, tu peux faire de la publicité sur YouTube. Dans la réalité, c'est intéressant de faire de la publicité sur ces espaces-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire de la publicité sur Google Shopping. Et je te coupe, mais quand tu dis ce qui est intéressant, ce qui va intéresser les personnes qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup de responsables e-commerce qui nous écoutent, c'est que c'est intéressant dans le sens où c'est là où tu as le meilleur retour sur investissement. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est le plus prioritaire. Disons que si tu fais du search, du display et que tu n'as pas optimisé ton Google Shopping avant, c'est certainement un mauvais choix. Google Shopping, c'est les annonces qui apparaissent en haut des résultats de recherche et sur lesquels tu vas pouvoir afficher une photo de ton produit, son prix. Et donc, quand tu vas avoir quelqu'un qui va cliquer sur ta publicité, et sachant que tu payes au clic sur Google,
tu payes pour un clic qui est tout de suite beaucoup plus qualifié, puisque la personne a déjà vu le produit et elle connaît déjà le prix. Donc généralement, c'est qu'elle a déjà validé que c'était quelque chose qui lui plaisait et qu'elle pouvait potentiellement acheter. Donc c'est là où c'est le plus important. Et puis c'est aussi là où tu vas pouvoir avoir le plus de contrôle sur qu'est-ce que tu mets en avant. Est-ce que je mets en avant mes best-sellers, etc. Tu as tout un tas d'outils que tu peux mettre en place, des scripts pour te permettre de bien trier tes produits entre ceux qui sont vraiment rentables pour toi et que l'algo pousse déjà et sur lesquels tu as bien raison de continuer à investir. Ceux que tu pousses mais que tu devrais arrêter de pousser parce que l'algo met de l'argent dessus mais tu n'es peut-être pas suffisamment compétitif et donc pas suffisamment rentable dessus. Et puis aussi les produits que l'algo a un petit peu poussé, peut-être un peu mis de côté, mais qui ont du potentiel pour toi et donc que tu devrais aller mettre en avant. Ok, très cool. Il y a un truc sur Google Shopping dont on entend beaucoup parler au sein de l'acquisition globale du e-commerce. C'est, alors nous, c'est ce qu'on appelle comme ça, tu vas me dire que ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est ce qu'on appelle nous les cartes produits qui sont présentes dans Google Shopping. Donc c'est le petit encart avec ton produit, ta remise, les notes clients, etc. Alors j'ai 2 questions, dont une qui est très précise. C'est pourquoi les marques de e-commerce n'optimise pas cet encart-là de base, puisque en fonction de ce que tu déclenches, tu vas avoir plus ou moins de visibilité, d'après ce que je comprends. Et l'autre question sous-jacente à ça, qui est très précise, c'est que, d'après ce que j'ai compris, c'était intéressant d'avoir un prix barré parce que le prix apparaît en vert et du coup, ça ressort beaucoup plus. Et de ce que j'entends, c'est en mode, même si tu fais 1 euro de différence, ça vaut le coup de faire ta petite remise. Et est-ce que tu as le droit de faire ce genre de pratique, c'est-à-dire, tu as un produit qui a 100 euros et tu le mets à 99 euros? Ouais, alors... Je suis hyper précis dans ma question. Est-ce que tu as le droit? Oui, tu as le droit de le faire. Après, est-ce que c'est bon pour toi de le faire, de faire une remise de 1 euro? Ça peut paraître un peu bizarre pour ton client. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va te permettre d'aller chercher quelques conversions que tu n'aurais pas eues ailleurs, mais peut-être que ça va te donner une image un petit peu bizarre auprès aussi d'un certain pool de futurs clients. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sur Google Shopping, comment dire, tu as une interface qui intervient entre Google Ads et ce qui va s'afficher sur Google Shopping. Et entre Google Ads et ton site e-commerce. Ça s'appelle le Google Merchant Center. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu. Si, on en est confronté de temps en temps. Voilà. Et en fait, quand tu lances une première fois tes campagnes Google Shopping sur Google Ads, tu paramètres ton flux Google Merchant Center et souvent tu vas avoir une application sur Shopify que tu vas connecter et qui va faire que ton produit va s'importer automatiquement. Et une erreur que font beaucoup de marques e-commerce, c'est qu'elles font le setup automatique, mais elles ne vont pas retravailler leur flux produit de leur côté. Ce qui fait que par exemple, quand tu es une marque de prêt-à-porter, parfois tu vas donner un nom à ton t-shirt qui va s'appeler mais en tout cas ça ne va rien avoir avec le t-shirt, sa qualité, etc. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment aller retravailler ce flux produit en mettant le nom du produit, mais en ajoutant le fait que c'est un t-shirt qui est en coton, qui est peut-être 100% bio, qui est peut-être made in France, d'ajouter sa couleur, son sexe, ses particularités. Tu as tout un tas de caractères que tu peux renseigner sur Google Shopping, sur la verticale, enfin sur la variable titre. Et le but, c'est d'avoir le titre le plus exhaustif possible, un peu comme du SEO. Sauf que parfois, pour des raisons de beauté du site, tu ne vas pas te permettre d'avoir un titre de produit sur ta fiche. Mais ça, tu peux le changer. Ça, tu peux le changer. Dans Google Merchant Center, tu peux le modifier. Sur Google Merchant Center, tu peux créer ce qu'on appelle des règles de flux qui te permet de le changer pour l'ensemble de ton catalogue, ou tu peux utiliser des outils comme Lengo, Chainable, si tu as des catalogues produits qui sont un petit peu plus, longs et développés. Mais ça, tu peux l'optimiser. Et c'est vraiment une logique d'avoir le plus d'informations renseignées sur ton Google Merchant Center pour pouvoir apparaître sur les bonnes recherches et les bonnes requêtes. Et donc là, tu peux aussi faire le travail sur tes photos, sur ta description. Et en fait, notamment sur du prêt-à-porter, c'est extrêmement important que ton SKU soit bien renseigné, que le sexe soit bien renseigné, la taille, la couleur, toutes les variables que toi, tu retrouves derrière en back-office sur Shopify, que tout soit au bon endroit, le plus optimal possible, parce que c'est en ayant un flux Google Merchant Center qui sera le plus sain et le plus propre possible que tu vas optimiser tes campagnes. Quand tu parles du SKU, c'est les chiffres, les numéros produits. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des gens des fois qui recherchent par SKU ou il y a une autre raison Non, c'est pour vraiment référencer ton produit. Et je trouve que c'est toujours une logique de qui peut le plus, peut le moins. C'est un travail qui mérite d'être fait. Quand tu le fais, fais-le jusqu'au bout et fais vraiment la meilleure
renseigne tous les champs qui sont possibles pour toi. Même si le SKU ne va pas avoir un impact vraiment déterminant sur ta performance, ça ne te coûte rien de bien le mettre et de faire une fiche de produit qui est vraiment terminée et finie. Donc le but, c'est vraiment une question de les détails mis bout à bout. Un détail isolé ne fait pas de grande différence, mais les détails mis bout à bout peuvent avoir une grande différence à la fin sur tes performances. Et je pense que ça, c'est plus important que de chercher le petit hack à mettre un prix à 99 € au lieu de 100 €. Mais effectivement, ensuite, il y a toute la visibilité de ton produit sur Google Shopping, parce que quand tu es sur Google Shopping, tu es comparé tout de suite à tes concurrents. Tu as la photo de ton produit, son prix, et à côté, tu as celui de ton concurrent, etc. Et même plusieurs de tes concurrents. Donc effectivement, ici, il faut que tu sois le plus visible, et surtout, il faut que tu paraisses être la meilleure offre. Donc déjà, le choix de la photo, il est extrêmement important. C'est bête, mais quand tu es une marque de prêt-à-porter, imaginons que ce soit pour un t-shirt, c'est important de ne pas mettre une photo en plein pied où tu vois le pantalon et le t-shirt, parce que potentiellement, on peut confondre entre les deux, et puis on va pas bien voir, on va pas bien voir le produit en question. Pareil, si c'est un produit sur lequel tu es un peu cher, tu n'es pas bien positionné, que tu ne vends pas bien, peut-être que ça ne vaut pas le coup d'investir dessus, il vaut peut-être mieux l'exclure de ta campagne que de dépenser de l'argent sur quelque chose sur lequel tu n'es pas très compétitif. Et ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement important à ajouter, c'est les avis clients. Là, de les regrouper au maximum, parce que justement, si tu as un produit qui a un bon prix, une belle photo, c'est ton best-seller, tu as tout optimisé sur le titre, sur la description, etc., et qu'en plus, tu ajoutes que tu as 150 avis positifs sur le sujet, là, tout de suite, tu te retrouves avec une fiche produit qui est beaucoup plus optimisée, et tu mets plus de chances de ton côté pour être performant et bien dépenser son argent. J'ai une question assez précise là-dessus, parce que quand on avait enregistré ensemble, on avait beaucoup parlé des marques de prêt-à-porter haut de gamme, luxe, etc. On avait hésité à faire le penchant inverse pour toi. Là, aujourd'hui, on a décidé de faire un peu plus large que ça. Ouais. Mais du coup, on peut en parler. Nous, on a un sujet assez fréquent avec nos... Enfin, j'en avais parlé avec toi d'ailleurs, sur les marques de prêt-à-porter de luxe, c'est qu'elles ne souhaitent pas souvent, c'est assez rare, mettre des avis clients sur leurs produits. Qu'est-ce que tu conseillerais à une marque justement de prêt-à-porter ? Alors peut-être pas luxe, parce que là pour le coup peut-être qu'ils font pas non plus des tonnes de Google Ads, enfin j'en sais rien, tu vas me dire l'inverse peut-être, j'en sais rien juste après. Mais en tout cas sur une marque premium qui hésite entre les deux, est-ce que tu le conseillerais quand même de mettre en place des avis clients ? Est-ce qu'on peut ne pas les mettre sur le site, mais quand même, enfin ça oui, mais est-ce que tu peux quand même en mettre sur Google ? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à une marque justement un peu premium ? Par exemple Acrone, tu vois, que je vois ta montre et c'est un de nos clients communs pour le coup. Ouais. Comment tu gères le sujet avec eux par exemple ? Ouais, c'est une bonne question. Nous, on conseille toujours de mettre les avis clients. En plus, Acrone, si tu tapes le nom de la marque sur Google, tu vas voir, je sais plus, mais je crois que c'est 2000 avis avec une note de 4,9. Enfin, c'est extrêmement positif. Et je pense que c'est limite le seul argument de vente ou de réassurance dont tu as besoin. Donc nous, il y a toujours ce qu'on conseille. Et donc moi, je conseille toujours, si tu as des bons avis et qu'en plus, tu en as beaucoup sur un produit, de les mettre en avant, parce que sinon c'est dommage de ne pas les utiliser, c'est un asset. Après, si vraiment la marque ne veut pas les mettre en avant, bon, c'est toujours quelque chose évidemment qu'il faut prendre en considération. Je trouve que c'est un peu différent d'une créa sur Meta, où sur Meta, tu peux avoir des publicités que tu dessines toi-même, et donc sur lesquelles tu peux mettre le 5 étoiles, un avis client, et là je peux comprendre que pour une marque qui a une image plutôt premium, etc., ce ne soit pas un rendu qu'elle souhaite avoir, mais là tu restes vraiment dans l'espace Google. Enfin, tu as des espaces qui t'appartiennent pas, et t'as pas trop le choix que de répondre à ça, quoi. Ouais, voilà, tant qu'à faire, autant utiliser tout ce que Google te permet de mettre en avant pour le mettre en avant. Et disons qu'ici, c'est pas ta créa ou ton image qu'on juge, c'est juste l'interface de Google qui est comme ça. Donc en soi, je pourrais le comprendre, mais mon conseil, ce serait quand même de bien peser les pour et les contre, parce que vraiment avoir de bons avis clients, c'est naturel, enfin, j'ai même pas besoin d'argumenter là-dessus. Si tu as des bons avis clients sur un produit, c'est vraiment dommage de se priver de le dire aux autres. Mais tu vois, ça me donne des idées sur certains de nos clients, parce que je prends l'exemple de... Alors je vais dire peut-être une connerie parce que j'en suis plus sûr, mais Pini Parma, qui est un de nos clients qui fait des costumes italiens haut de gamme, je crois qu'on n'a pas les avis clients justement sur le site. Par contre, c'est typiquement le genre de business où ils font quand même pas mal de ads, tu vois, et où sur Google, ils pourraient
j'ai pas vérifié, hein, peut-être que c'est le cas, mais ils pourraient en effet récupérer quand même des avis au travers d'un flux CRM pour récupérer des avis qui ne seront pas mis sur le site, par contre, qui sont récupérés au sein de Google. Ouais, tu n'es pas obligé de les avoir sur le site pour les utiliser sur Google. Mais il y a aussi des marques qui le font très bien. Enfin, tu parlais de Léo et Violette tout à l'heure, c'est une marque qui a quand même une image assez premium. Ouais. Ils mettent leurs avis clients sur leur site et c'est très bien fait. C'est beau, ça ne vient pas dénaturer la marque. Et par contre, moi, je trouve que c'est super intéressant si j'achète un sac 500 €, de voir qu'il y a 600 avis dessus et qu'il y a une note de 4,7, ça me rassure quand même et ça me permet de m'assurer que c'est vraiment un bon produit. Notamment sur des marques émergentes. Tu vois, typiquement Acron, c'est un bon exemple parce que elle a une certaine. Je sais plus, ça fait peut-être 10 ans maintenant qu'Acron a été créé. Ouais, ça fait 10 ans, ils ont fêté leurs 10 ans il n'y a pas si longtemps. Voilà, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une marque relativement jeune, notamment dans l'horlogerie. Ouais. Donc, du coup, il faut aussi que tu fasses tes preuves et que quand tu achètes Acron pour la première fois il y a 10 ans, tu prends un petit risque, tu vois. Donc, le fait que tu aies des avis clients déjà, c'est hyper rassurant. Mais écoute, très cool, ça me donne des idées pour faire des choses avec nos clients, c'est cool. Dans les notes qu'on s'était faites pour préparer ce podcast, tu as mis quelque chose. Alors, je précise avant de dire cette phrase que j'y connais rien, je suis pas bon sur le sujet des ads. Mais tu as mis en gros qu'il fallait distinguer les requêtes de marque et les requêtes hors marque. Alors, je crois comprendre à peu près ce que ça veut dire, mais pour préciser rapidement ce que tu entends par là, ça veut dire quoi? Enfin, en gros, comment tu distingues les deux? Quel est l'intérêt de l'un par rapport à l'autre? Comment les favoriser? Et encore une fois, je vais retourner là-dedans, mais c'est quoi le ROI que tu peux attendre d'une requête marque par rapport à une requête hors marque? Ouais, c'est une bonne question. Alors, pour vraiment expliquer et être clair sur ce dont on est en train de parler, sur Google, tu peux, imaginons qu'effectivement tu t'appelles Pini Parma. Ouais. Si moi je recherche Pini Parma sur Google, tu peux apparaître sur ce nom sur ton propre nom de marque. Ouais. L'intérêt, c'est potentiellement de protéger ta marque face à des concurrents qui s'afficheraient lorsque quelqu'un recherche ton nom de marque. Donc ça, tu peux le faire, mais c'est important de l'isoler dans une campagne bien distincte. Parce que si tu ne le contrôles pas, Google peut dépenser une trop grosse partie de ton budget sur ton nom de marque, sauf qu'une personne qui recherche ton nom de marque, c'est une personne qui était quand même très proche de devenir ton futur client. Et donc le but, c'est de ne pas perdre du contrôle là-dessus, parce que si tout ton budget part sur ce genre de requête, en fait, tu es juste en train de payer un impôt à Google pour avoir des clients qui t'étaient déjà dus. Et le hors-marque, à l'inverse, pour Pini Parma, si je recherche chemise blanche homme, mais que je ne mets pas Pini Parma et que j'arrive sur le site de Pini Parma, là, pour le coup, c'est vraiment de l'acquisition. Et c'est ça qu'on veut faire avec Google, avec Meta, quand on investit en publicité. C'est attirer des personnes qui ne seraient pas venues vers nous naturellement. Et donc, c'est important de distinguer les deux dans des campagnes, parce que si on ne les distingue pas, on se rend souvent compte, nous, lorsqu'on fait des audits, etc., qu'il y a une portion trop importante de budget qui est mise sur de la marque. Parfois, ça peut monter jusqu'à 90%. La marque, elle dépense des milliers d'euros tous les mois et elle se rend compte que finalement, il y a 90% de cet argent-là qui est fait pour aller acheter des clients qui étaient déjà allés leurs. Et c'est dommage, parce que si à la place, c'était 10% et 90% pour acheter des clients qui se sont peut-être dirigés vers la concurrence, c'est ce qui leur aurait permis certainement de faire plus de croissance. Hyper cool. Tu m'as dit un truc tout à l'heure que j'ai retenu et qui fait une bonne transition vers Meta. C'est que tu as dit en gros Google Shopping est moins prioritaire que Meta pour une jeune marque. Et tu as rajouté quelque chose auquel je serais intéressé que tu précises. C'est bon, par contre, Meta, il y a une plus grosse concurrence, c'est ça, d'après ce que je comprends. Et il y a peu de contrôle sur les CPA. Est-ce que tu peux expliquer en gros ce que tu entends par là? En gros, il vaut mieux favoriser Meta vs Google pour une jeune marque, mais en même temps, tu as moins de contrôle sur les CPA. Ça veut dire quoi? Sur en gros ce que ça va te coûter? Je pense que il y a 2-3 choses à nuancer quand même de ce côté-là. Chaque marque est différente, et là, je fais évidemment de la généralité. Et c'est plutôt sur Google où tu as un peu moins de contrôle. Tu vois, par exemple, si je reprends la campagne Google Shopping, j'ai mal compris. Sur la campagne Google Shopping, là où tu as vraiment du contrôle, c'est sur la qualité de ton flux produit, les informations que tu renseignes dessus, et ensuite sur le fait de dépenser ton argent sur les bons produits, donc de faire en sorte que ça coule vers ceux qui sont des best-sellers, qui ont vraiment de la performance pour toi, et d'éviter de mettre trop d'argent sur ceux qui ne sont pas trop porteurs pour ta marque. Mais une fois que tu as fait ça, ton contrôle, il devient quand même plus léger. Tu as moins de marge de manœuvre pour vraiment optimiser tes performances. Et en plus de ça, comme on le disait tout à l'heure,
quand ton produit s'affiche, il s'affiche aux côtés de dizaines de concurrents et il suffit que tu aies quelques concurrents qui aient une meilleure offre que toi à ce moment-là pour que ce soit plus rentable pour toi. Ça arrive par exemple, tu vois, quand on travaille avec des marques de cosmétiques, etc., qui sont revendues chez Sephora, etc., que Sephora, ils fassent une semaine où tout est à moins 10%. Et donc, on a un produit qui coûte tant sur le site de notre client et qui coûte 10% moins cher chez Sephora. Naturellement, un client, quand il va le voir moins cher chez Sephora, il va cliquer sur la pub de Sephora. Et en fait, à ce moment-là, tu n'as pas trop de contrôle. Toi, tu peux rien. C'est eux qui vont aller chercher la vente. Moi, ce que j'aime bien sur Meta, pour les jeunes marques, c'est qu'elles ont plus de contrôle. Et plus de contrôle dans le sens où leur performance, elle dépend en partie plus d'elles, dans le sens où c'est la créa qui t'apporte le plus de performance. Et donc, une jeune marque, avec un smartphone, de l'imagination, elle peut se construire un portefeuille de créa qui vont lui permettre d'avoir un vrai avantage compétitif sur son marché. Exemple, si tu es une marque pareil de cosmétiques, par exemple, tu vois, dernièrement, il y a une marque qui est passée dans Qui va être mon associé, je trouve qu'ils se débrouillent très très bien, ça s'appelle Pomade. Alors, on ne bosse pas avec eux, mais quand tu regardes leur bibliothèque publicitaire, tu as la fondatrice, elle a fait des centaines de vidéos où elle explique son produit, elle explique pourquoi elle l'a créé. À côté de ça, il y a des centaines de statiques qui font des comparaisons avec d'autres produits, où il y a des photos, des avant-après, etc. Et en fait, ça, c'est son énergie à elle. C'est elle qui a décidé de faire cet effort-là. Et c'était dépendant d'elle de choisir de faire 10 pubs ou d'en faire 500. Et du coup, c'était beaucoup plus en son contrôle pour pouvoir mettre en avant sa marque, intéresser des personnes, etc. Sur Google, tu as un peu moins, quand en tout cas on parle de Google Shopping, ce contrôle et cette possibilité de te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vraiment être meilleur. Ouais, donc Meta va te permettre de beaucoup plus pousser ta marque, de faire découvrir ton univers, qui est un Google qui est un peu plus froid dans sa structure. Quoi. Mais qui est tout aussi utile, qui est aussi, moi, d'une manière générale, je trouve que la bonne posture vis-à-vis de Meta et de Google, c'est de surtout pas les opposer, mais c'est plutôt de les voir comme un tout et de voir le tout comme un funnel d'acquisition. Quand est-ce qu'il faut que tu l'actives ? Globalement, on l'a vu, tu peux faire de la publicité sur Google, tu peux en faire sur Shopping, en Search, avec du demand gen, tu peux faire de la publicité sur YouTube. Tout est intéressant. Tu peux faire de la publicité sur Meta, donc Facebook et Instagram, mais globalement, tu pourrais aussi en faire sur TikTok, sur Pinterest. Tu peux faire plein de choses. Le but, c'est de bien lister où sont tes priorités. Et généralement, effectivement, pour une marque, au départ, c'est sûr qu'il faut être présent sur du Google Shopping et bien le faire, et ensuite sur Meta pour aller driver du trafic de qualité vers ton e-shop. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Et tu parlais en effet de pouvoir aller sur différentes plateformes, etc. Mais une jeune marque au début n'a pas forcément le budget. Est-ce que, je vais schématiser, mais c'est juste pour dire, en gros, tu as 1000 €, peut-être 10 000, peu importe, mais en gros, c'est juste une notion d'échelle. Tu as 1000 €. Est-ce que tu as intérêt à mettre plutôt sur des budgets limités, mettre tes 1000 € sur Meta parce que tu vas pouvoir faire travailler l'algorithme, ou est-ce qu'il faut que tu mettes 500 sur Meta et puis 100 sur Pinterest, puis 100 sur machin, etc. Ou est-ce que ça dépend vraiment des marques? En gros, ma réponse que je donne, c'est en général. Évidemment, j'imagine qu'il y a des... Ouais, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à conseiller à dire, va sur Meta. Parce que si tu n'as que 1000 € de budget, ok. Mais par contre, tu as toute ta soirée, tout ton week-end, et tu as certainement un téléphone et tu as des produits. Et là, tu peux par contre aller produire autant de publicité toi-même, qui pour le coup vont faire que tu dépenses peut-être 1000 €, mais avec 10 000 € équivalent de créa qui vont te permettre de vraiment faire la différence. Ok, très cool. Pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, tu disais en effet sur les jeunes marques qui vont sur Meta, etc. Ce que tu me disais aussi, c'est que, je cite exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire une jeune marque avec une vraie motivation sur les créas peut se démarquer. Ma question c'est, est-ce que ça veut dire que les anciennes marques prennent moins de risques? Et si oui, pourquoi elles prennent moins de risques? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont tellement dans une image de marque qu'elles ne peuvent vraiment pas décaler? Alors, j'imagine qu'il y a un peu de ça, mais c'est quoi ta perception de ça? C'est-à-dire qu'en gros, une jeune marque peut vraiment dire, ok, vas-y, on va faire des trucs, on va tester, et puis, mais une ancienne marque ne peut pas le faire? Je pense que... déjà, il y a certainement plusieurs raisons à ça. Mais je pense que quand tu es une jeune marque, en fait, tu n'as pas le choix. Que d'être créative pour pouvoir te faire connaître, pour pouvoir attirer l'attention, pour que les gens te regardent. Tu n'as pas le choix que de faire de la créa. Les marques un peu plus historiques, qui sont déjà depuis un moment, qui ont un gros bassin de clients, qui ont parfois des boutiques, etc., elles peuvent se permettre d'être moins fortes là-dessus parce qu'elles en ont moins besoin. Ouais, carrément. Et généralement, tu vois, c'est aussi des marques où
il y a déjà de la conversion, même sans publicité sur le site. Donc, dès qu'ils lancent des campagnes, il y a déjà un apprentissage qui est beaucoup plus naturel et rapide. Quand une personne elle voit une publicité de la marque dans son fil d'actualité, peut-être qu'elle a déjà vu la marque dans sa vie. Et donc, tout de suite, la connexion est beaucoup plus facile, etc. Donc, elles ont moins d'urgence à le faire. Okay. Ceci étant dit, je pense qu'elles n'ont pas... c'est pas nécessairement une nécessité pour elles, mais avec le temps, ça le devient de plus en plus. Tu vois, il y a quelques temps, on pouvait s'en sortir sur Meta avec une belle photo de ton produit. Enfin, moi, quand j'ai commencé en 2020, on se posait même pas la question de la créa. C'était en mode, t'as quoi comme photo ? On les mettait au bout de nos campagnes et ça fonctionnait. Le sujet de la créa, il est de plus en plus complexe parce que la concurrence, elle est de plus en plus forte. Je te coupe là-dessus, mais justement, c'était un peu la question sous-jacente de ma question précédente. C'était en gros une marque historique, elle a aussi des concurrents qui sont de plus en plus féroces, notamment sur le web. Est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à un moment donné à quitter le chemin pour faire un truc un peu différent et original pour se distinguer de ses concurrents, tu vois ? En gros, ma question, c'est est-ce qu'il y a des raisons qui font qu'en fait, on reste bien dans son carcan et on n'en sort pas ? Ouais, je pense que c'est plus du confort. Ouais. Et aussi, moi, je pense qu'il y a une raison, c'est qu'il y a beaucoup de ces marques, quand nous, leurs ads managers, on regarde toujours en premier une colonne qui s'appelle le ROAS. Je ne sais pas si ça te parle, cette colonne-là. C'est retour on ad spend. Exactement, c'est le retour sur investissement de tes publicités. Et c'est vrai qu'assez souvent, une marque qui a déjà un historique, une grosse notoriété, quand on se connecte sur le compte, il y a toujours un beau ROAS. Et souvent, c'est un ROAS qui est un peu mensonger. Parce que c'est un ROAS qui ne fait pas vraiment de l'acquisition. C'est un ROAS qui montre des publicités à des personnes qui connaissent déjà la marque. Qui auraient déjà acheté. Ça ne fait pas vraiment de l'incrémental. Elles auraient peut-être acheté sans avoir besoin que la publicité s'affiche dans la colonne de droite sur Meta ou que la personne elle passe devant une demi-seconde le jour où elle a fait sa commande. Et donc du coup, comme il y a des beaux ROAS, on dit tout va bien ici. Puis on se contente de publicités qui apportent des gros ROAS. Et souvent, ces publicités avec des gros ROAS, c'est une publicité statique avec en ce moment, on a des ventes privées, moins 50% là-dessus. Et ça, c'est très bien. Et je dis pas qu'il faut arrêter de le faire. Disons que si on fait que ça, en fait, on s'enferme dans un segment de marché qui est déjà mature, acquis, etc. Et on va pas chercher plus loin. Et si tu veux aller chercher plus loin, il faut aller intéresser par autre chose. Et aujourd'hui, notamment, c'est de plus en plus important d'être créatif parce que les gens, quand ils consomment les réseaux sociaux, ils les consomment plus uniquement dans le fil d'actualité comme il y a 2-3 ans ou 4-5 ans où les fils d'actualité, c'était très statique, c'était des belles photos, etc. Aujourd'hui, le watch time, il est passé sur TikTok ou sur l'équivalent de TikTok sur Instagram, les Reels. Et tu vois, les Reels, quand tu ouvres tes Reels, tu n'y vas pas pour voir des photos. Tu y vas pour voir des vidéos, et c'est souvent des vidéos face caméra, enfin des vidéos assez natives. Et donc, en fait, le fait de faire des créas trop standardisés, trop dans les codes, trop statiques, etc., ça t'empêche aussi d'apparaître sur ces placements qui concentrent du watch time et qui permettent d'aller faire aussi de la notoriété. Donc, souvent, une chose qu'on voit aussi sur ces comptes-là, c'est que quand on regarde donc, les impressions ou le budget dépensé et qu'on regarde sur quel réseau social, souvent il y a une forte part du budget qui part sur Facebook. Et ensuite, quand on rentre dans les détails, c'est sur des placements où il y a de la vue, de la publicité, mais pas vraiment du clic, etc. Ça me fait penser à une question, ce que tu dis, c'est... encore une fois, j'y connais rien, donc c'est une question très naïve. Il y a une première chose, ça par contre, je le sais, c'est typiquement quand les plateformes ont capté que tu étais intéressé par tel ou tel sujet. On parlait tout à l'heure, on a tous les deux un enfant et on se disait, on se fait de plus en plus cibler sur les pubs pour les parents, etc. Donc ce qui est normal, parce que c'est l'intérêt qu'on a nous dans nos vies sur certains sujets. Mais ma question, c'est est-ce que ces plateformes-là et les algorithmes qu'ils ont vont aussi positionner des types de publicités par rapport à ce que tu aimes regarder. Je vais donner un exemple. Est-ce que si j'adore regarder, je dis n'importe quoi, des vidéos de sport sur Instagram, est-ce qu'une marque qui n'a rien à voir avec du sport, mais dont le sujet de sa publicité est sur le sport, va m'être poussé potentiellement ? En gros, c'est est-ce que l'algorithme prend aussi en considération le type de pub pour savoir si ça te retient sur le fait que ça capte ton attention ou c'est que vraiment le type de marque qui correspond à tes besoins ? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si. Et c'est un sujet qui est dur à expliquer parce qu'il prend en compte tellement de choses et c'est même toujours un peu bizarre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Meta, c'est plus de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc, c'est astronomique qui l'utilisent tous les jours. En France, c'est plus de 40 millions d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram tous les jours.
quand toi, tu utilises... j'ai dit 4 millions ou j'ai dit 40 millions? Je sais plus, 40 millions, je crois. C'est 40 millions. Donc, c'est énorme. Et toi, quand tu utilises Instagram, Facebook, déjà, quand tu te connectes sur Insta ou sur Facebook, tu as une version unique à Simon de Facebook et d'Instagram. Si moi, je me connecte, je ne vais pas voir la même chose que toi. Et ton activité en ligne, pareil, elle va envoyer de l'information. Ouais, bien sûr. Et on envoie énormément d'informations à Meta tous les jours quand on l'utilise. Donc, je regarde une vidéo, par exemple, sur du foot et j'en regarde une deuxième. Bon, au fur et à mesure, Meta va comprendre que j'aime le foot. Ensuite, je m'intéresse à une vidéo où c'est, je sais pas, une puéricultrice qui explique comment aider son enfant à marcher. Si j'en regarde une, deux, trois, peut-être que Meta va commencer à comprendre que j'ai un enfant et qu'en plus de ça, mon enfant risque d'avoir plus ou moins 1 an. Même généralement, il va le savoir à l'avance parce qu'avant, je vais avoir regardé des enfants, des vidéos sur des nourrissons, etc. Donc, il saura que quelques mois plus tard, évidemment, mon enfant va grandir et qu'il aura tel âge. En plus de ça, je clique sur des publicités. Donc, quand je clique sur une publicité pour des baskets, je suis en train d'envoyer le signal que c'est un produit qui m'intéresse en ce moment. Et en fait, tout ça mis bout à bout, avec mes historiques de navigation sur des jours, des semaines et des mois, avec 40 millions d'utilisateurs, ça fait énormément de data. Et tu te doutes bien aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc., on a beaucoup parlé d'Andromeda l'année dernière. Meta, c'est plus que jamais qui est intéressé par quoi et quelle publicité doit montrer. Et c'est même assez époustouflant. Enfin, moi, la dernière fois où j'ai été surpris, c'était au début de l'hiver, je cherchais un manteau. Et tu vois, je cherchais les manteaux Barbour. Alors, je n'en ai pas acheté finalement, mais avec le col, tu vois, un peu comme les manteaux Barbour. Donc j'avais été sur le site, j'ai regardé, etc. Ensuite, je me suis reconnecté sur Insta, j'ai vu des publicités qui mettaient en avant ce produit-là. Mais j'ai aussi eu plein de publicités de marques que je ne connaissais pas du tout, qui proposaient un produit similaire avec le même col. Tu vois, c'était même pas juste des vestes pour l'hiver, c'était vraiment à ce point-là. Parce que finalement, il s'est certainement rendu compte que les gens qui avaient cliqué sur des publicités Barbour, ils avaient aussi un peu cliqué sur ces pubs-là. Donc moi, en ayant cliqué une fois là-dessus, j'ai un comportement qui fait que je suis intéressant pour ces annonceurs. Oui, non mais complètement. Et c'est aussi pour ça que je trouve que Meta est super intéressant, parce qu'on a tendance à penser que logiquement, quand j'investis sur Google, je suis plus proche de l'attention, parce qu'évidemment, quelqu'un qui recherche une chemise blanche, en même temps, il est en train de dire « je veux acheter une chemise blanche ». Et sur Meta, on n'est pas dans cette notion de « je m'affiche face à une intention d'achat ». Mais malgré tout, comme on a un algorithme qui est extrêmement puissant, c'est presque devenu la même chose à l'heure actuelle. Complètement. On en discutait aussi tout à l'heure, tu disais, tu me parlais d'une étude, WPP, alors, je sais pas, c'est peut-être un acronyme, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est How Humans Decide, et tu disais, enfin c'est l'étude qui le disait, c'est 84% des décisions d'achat sont prises avant la phase active. En gros, le commentaire que tu disais, que c'était avant qu'un client commence à vraiment chercher, il a déjà quelques marques en tête. Du coup, la question c'est comment on fait sur une intention générale d'achat tu parlais de basket tout à l'heure, de basket, comment tu fais pour que, avant que la personne commence à chercher, à rentrer dans ces 2-3 marques? Et on en a aussi un peu parlé avant, est-ce que ça veut dire que il faut que tu bastonnes en naze comme un cochon, ou est-ce qu'il faut que tu fasses des publicités en effet très, ce que tu disais, top funnel, donc en gros, on parlait d'Asphalt notamment, qui faisait des publicités avec des vidéos qui expliquent comment il fait le produit, mais sans te dire achète-le, c'est en mode regarde ce qu'on fait. En gros, la question, je reviens sur celle que je disais, c'est comment tu fais pour être vraiment positionné là-dedans, et en même temps, tu peux pas te permettre de dépenser 1 million d'euros pour toucher un maximum de monde. Donc, est-ce que ça passe par de la segmentation? Enfin voilà, comment tu fais pour entrer dans ces 2-3 marques? Ouais, c'est une bonne question. Alors l'étude, effectivement, c'est WPP Group, c'est l'équivalent de Publicis. Donc c'est vraiment une grosse étude qui est sortie à la fin de l'année 2025, et effectivement c'est dit que 84% des décisions d'achat sont prises avant qu'on rentre en phase active. Et ça veut dire que si je veux acheter une paire de baskets, j'ai généralement un modèle ou 2-3 marques en tête vers lesquelles je vais me diriger naturellement au moment où je vais l'acheter, et je ne vais pas commencer de zéro en mode j'ai besoin d'une paire de baskets sur Google. Hop. Je peux aussi avoir ce chemin-là, mais généralement, les internautes ont déjà une préférence pour un produit avant de rentrer en phase active de l'achat. Et c'est là aussi où Meta est super intéressant, notamment pour une jeune marque, parce que c'est ce qui va lui permettre d'aller créer cette affinité
et cette préférence de marque par l'image et les messages qu'on va renvoyer. Et ici, comment tu le maximises ? C'est notamment en ayant un bon portefeuille créatif et en évitant de tomber dans le piège de produire uniquement des contenus qui sont très bas de funnel. Ce que j'appelle bas de funnel, c'est des contenus qui vont a priori intéresser des personnes qui, c'est bon, elles sont déjà en phase active, elles ont recherché le produit. Ça va être souvent des contenus soit avec une petite promo dessus ou des contenus statiques avec un peu de réassurance qui vont intéresser une personne qui recherche le produit en ce moment. Et effectivement, je trouve que Asphalt et plein d'autres marques, ils font notamment sur ce jean quelque chose de très bien. C'est qu'ils ont fait une vidéo avec deux gars un peu comme toi et moi qui sont face caméra et qui parlent du jean. Ils ne parlent pas du jean d'Alphalt, ils parlent comme des puristes. On voit que c'est un jean, que tu fais du vélo parce qu'il est un peu abîmé là. Je l'ai vu plein de fois cette pub. La toile, elle est belle, etc. Et ça, c'est clairement une publicité qui se destine aux puristes, à ceux qui ont envie d'avoir des belles pièces, qui font attention aux objets qu'ils portent et plus globalement aux objets qu'ils consomment. Ils veulent avoir pas nécessairement beaucoup de produits, mais des bons produits. Et ça, c'est aussi la promesse d'Asphalt. C'est pas acheter plein de t-shirts ou plein de jeans, mais acheter les bons. Et là-dedans, ils sont vraiment dans cette démarche-là. Et puis en plus, ils soumettent l'idée que ils peuvent proposer du jean. Mais la pub, c'est pas acheter mon jean. Et ça, c'est le genre de publicité, le genre de message qu'il faut réussir à produire. Parce que le jour où moi, j'ai besoin d'acheter un jean, je sais maintenant que Asphalt, ils en proposent. Parce que j'ai regardé une publicité qui parlait d'un produit qui me parlait, etc., mais qui n'était pas en train de me... Je l'ai regardé parce qu'on n'était pas en train de me dire achète ce produit-là aujourd'hui, parce que je n'étais pas justement en train de l'acheter. Si c'était quelque chose qu'on m'avait dit à ce moment-là, j'aurais certainement passé à la publication suivante, parce que si j'étais pas en train de l'acheter, enfin si j'étais pas dans une phase active, ça m'aurait pas intéressé. Mais sauf que le jour où je deviens en phase active, je sais déjà que Asphalt peut me proposer ce genre de produit-là, donc je vais peut-être taper Jean Asphalt sur Google, aller voir ce qu'il propose et l'acheter à ce moment-là. Mais c'est la graine qui avait été plantée 1 mois, 6 mois à l'avance qui m'aura permis de me tourner vers eux. Ok. Si je suis une marque en effet avec un budget relativement limité, est-ce que tu conseilles en termes de répartition des ads de faire un tiers en top funnel, un tiers en middle et un tiers en bottom funnel ? Ouais, je pense même d'une manière générale, moi j'aime bien être encore plus simple parce qu'il y a toujours effectivement le tof, mof, bof, il y a plein de modèles comme ça qui existent avec plus de granularité ou avec moins de granularité. Pour faire simple, je pense qu'il faut avoir des contenus qui se destinent à des personnes qui ont besoin du produit et qui vous connaissent déjà versus des personnes qui en ont pas besoin à l'heure actuelle mais qui sont dans votre cible. Juste déjà, ces deux colonnes-là, elles sont suffisantes. Donc en gros, investis surtout dans les gens qui vont t'acheter. Tu vas générer du chiffre d'affaires et avec ça, tu iras taper les funnels du dessus, quoi. Exactement. Et tu peux avoir dans ta colonne, on va dire, ça c'est mes ads pour les personnes qui sont en train de rechercher mon produit ou qui me connaissent déjà. Là, je mettrai à peu près 20-30% de mon effort créatif là-dessus et le reste sur des ads qui vont me permettre de me faire découvrir auprès de mon audience. Hyper cool. Justement, pour parler des créas, ce que tu me disais aussi, c'est que il vaut mieux faire beaucoup de créas pour finalement trouver les winners qui vont être 1, 2, 3, 4, 5 créas sur les 50 plutôt que d'en faire seulement que 10 pour en trouver peut-être 2, 3 qui sont bonnes. Soit, mais du coup, déjà, on peut se dire en termes de création, ça peut demander énormément d'investissement. Mais c'est surtout que tu dis, ok, mais combien de budget je dois mettre pour tester genre 50 créas différentes sur un même message ? Et donc, ma question, c'était, est-ce que tu testes un mini échantillon dans le sens, est-ce que tu dis, ok, je mets 500 ou 1000 euros. Alors, je suis complètement dans les échelles d'investissement, pardonnez-moi. Mais en gros, c'est pour expliquer que, en gros, est-ce que pour tester ces 50 créas, est-ce que tu es obligé de mettre quand même un budget très important ou est-ce que tu peux avec un petit budget tester en ABC Z test quand même tes créas et en faire tirer des conclusions? Est-ce que tu as besoin d'investir beaucoup pour déterminer quelle est ta bonne créa en fait? Ouais. Déjà, effectivement, si tu veux trouver des créas winners, il faut que tu en testes. Et c'est un peu une règle du jeu qui est un peu brutale en social ads et sur Meta. C'est que généralement, il faut partir du principe que si tu veux une créa winner, il faut que tu en testes 10 et il va en rester qu'une qui va vraiment être performante à la fin. En tout cas, c'est se mettre...
ce sera jamais vrai de se dire je vais faire 10 créas et les 10 elles vont fonctionner. Et même généralement, c'est les créas dans lesquels on avait le moins d'espoir qui parfois fonctionnent le mieux. Effectivement, par contre, il faut produire un volume de créa qui soit cohérent avec ton budget. Parce que si tu arrives avec 50 créas et que tu as 1000 € de budget, en fait, le temps que les ads aient suffisamment de budget pour pouvoir vraiment juger si elles fonctionnent ou pas, ça va demander des semaines et des mois. T'as une règle par rapport à ça ? Ouais, voilà. C'est comment tu détermines... Il y a une règle, c'est que sur un compte, tu vas avoir un CPA moyen. Donc le CPA, c'est ton coût par action, ton coût par achat. Moi, j'ai un peu une règle, c'est que si une publicité a dépensé plus de 3 fois ton CPA moyen et qu'elle ne t'apporte pas de performance à ce moment-là, ça veut dire qu'elle a plus de chances de tirer ta moyenne vers le haut que de venir réduire ton CPA moyen. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, après, c'est toujours à nuancer parce que si tu as une créa qui a un CPA élevé mais qui a des bons coûts par clic, peut-être qu'en fait c'est une ads très top of funnel qui te permet d'aller faire de la découvrabilité, qui te permet de toucher des gens qui ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui, donc c'est normal que le CPA soit élevé. Mais si c'est vraiment une ads qui a été pensée pour vraiment, tu vois, un peu comme on en parlait tout à l'heure, la publicité sur le jean, l'histoire du jean, etc., potentiellement celle-ci, je suis sûr que sur Meta, je pense que sur leur compte Meta Ads, Asphalt, elle a un moins bon CPA que celle où on a le jean et c'est écrit 89 € en précommande au lieu de 120 € hors précommande. Carrément. Je zappe des questions parce que je vois que le temps passe, donc, mais on a déjà vu plein de trucs, donc trop cool. Mais il y a une question que je voulais quand même garder avant qu'on passe aux questions générales et après on aura un vrai faux que j'avais teasé au début. On parlait de LTV, donc la fréquence d'achat. Ça, c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus nous aussi avec nos clients. Ouais. Alors sur nos tangentes à nous, évidemment, on ne fait pas d'acquisition. Assez rapidement, si c'est possible, en dehors des produits qui ont entre guillemets une LTV qui peut grossir, en tout cas qui peut avoir une fréquence d'achat beaucoup plus rapprochée. Par exemple, on parlait le pantalon tout à l'heure qui est un de vos clients, où tu me disais, et c'est évident mais c'est toujours intéressant de le dire, c'est que à partir du moment où tu as trouvé une bonne marque de pantalon, tu as tendance à le racheter. Donc ça, entre guillemets, tu vas peut-être me corriger, mais entre guillemets, c'est un peu plus facile de repousser à l'achat sur ce genre de produit. Mais sur un produit qui n'est pas forcément évident au réachat sur certaines marques, on parlait tout à l'heure on peut en parler, la tribu Happy Kids, qui est un des clients qu'on a en commun aussi. Alors, je parle de la tribu Happy Kids, mais c'est en règle générale, est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques, ou en tout cas des types de pistes où on peut aller pour se dire comment on fait pour retravailler cette fréquence d'achat ? Et sous-entendu, c'est quelqu'un qui a déjà acheté, comment on fait pour le relancer ? On a parlé de CRM, évidemment, de tous ces sujets-là qui sont très intéressants, mais est-ce qu'au niveau ads, en tout cas, tu as des points d'accroche pour pouvoir les faire racheter ? Ouais. Alors, moi, j'ai un peu un parti pris là-dessus, c'est que en ads, nous, notre métier, en tout cas notre rôle et ce sur quoi on doit vraiment aider nos clients, c'est sur leur permettre de trouver des nouveaux clients et donc d'aller faire vraiment de l'acquisition. Alors, on peut évidemment, à côté de ça, avoir quelques campagnes de rétention sur Meta, de faire du retargeting, de recibler les clients en ads. Mais je trouve qu'il faut toujours que ce soit quelque chose de contrôlé et de limité en termes de budget. Parce que si tu as déjà payé une fois Meta ou Google pour qu'ils te fassent un client, c'est quand même dommage de reperdre de la marge et de les repayer une deuxième fois pour une deuxième et troisième commande. Surtout qu'à l'heure actuelle, il existe des super outils comme Klaviyo, comme Wax pour WhatsApp, etc., qui te permettent avec un abonnement de faire des super campagnes auprès de tes clients et du coup qui font que tu grappilles pas ta marge inutilement pour les réactiver. Donc moi, j'ai vraiment un parti pris sur la partie agence ads comme la nôtre, de vraiment concentrer les efforts sur est-ce qu'on est en train de faire gagner des nouveaux clients à notre client et d'éviter de dépenser de l'argent sur des clients déjà existants. Et c'est même un parti pris qui parfois est difficile à expliquer parce que mais c'est intéressant. C'est limite contre-intuitif pour nous parce que des fois on pourrait avoir des super performances à montrer à nos clients en faisant justement des campagnes de rétention, etc. Parce que entre de gros guillemets, c'est des clients qui sont déjà chauds, ils ont déjà eu confiance en nous, donc c'est les plus faciles à convertir, c'est les plus faciles... c'est auprès de ces clients-là que c'est plus facile de montrer des gros ROAS sur la plateforme. Mais nous, on préfère dire, non, ça c'est une bataille qui est
qu'on n'a pas envie de mener, on préfère aller mener la plus dure, c'est d'aller convaincre des personnes qui ne se seraient pas dirigées vers vous naturellement, parce que c'est eux qui vont vous permettre de faire de la croissance. Par contre, après, effectivement, votre enjeu, votre futur et la stabilité de votre croissance, elle va dépendre quand même de votre capacité à faire en sorte que chaque mois, vous ne repartez pas de zéro. Et sans repartir sur des ads et en t'appuyant sur d'autres technos, d'autres canaux que les ads, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout le monde n'a pas... alors je dis pas ça pour te faire plaisir parce que tu es là, mais tout le monde n'a pas cette lucidité et cette honnêteté de dire en fait, nous, on est une agence d'acquisition, si vous nous prenez pour juste de réinvestir des ads en disant tu vas maintenir ton chiffre d'affaires grâce à ça, ça marche pas, et tu as plutôt tendance, d'après ce que je comprends, à dire nous on va vous faire l'acquisition, par contre après derrière il faut que vous investissiez aussi dans ces canaux, et en plus tu le proposes même pas toi forcément alors, tu fais plusieurs choses, mais du coup c'est hyper cool de voir que vous avez cette transparence et de voir que tu réfléchis à comment faire en sorte que ton client perde le moins d'argent possible en fait. Même si toi ça t'en ferait gagner, tu vois. C'est dur à l'heure actuelle d'acquérir un nouveau client. Il y a beaucoup de concurrence. Je pense que toutes les marques e-commerce qui vont nous écouter aujourd'hui, elles vont être d'accord avec moi si je dis que l'e-commerce, c'est dur. Et si tu te remues bec et ongles pour acquérir un nouveau client, c'est quand même dommage de ne pas le réutiliser, de ne pas réexploiter pour lui donner envie de revenir vers toi, quoi. Ouais, non mais très cool. Là, on va passer sur la deuxième phase du coup de cette interview où on va faire les questions générales. On va essayer d'être sharp et précis pour se diriger tranquillement vers la fin. Alors, c'est pas fini tout de suite, hein, je vous rassure, il reste sans doute encore un petit quart d'heure minimum. La première question sur les questions un peu générales par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, c'est... Je t'en ai déjà un peu parlé, donc c'est un peu... Pardon, ça on l'a un peu préparé parce que je voulais justement avoir un peu le retour de Thomas là-dessus, mais c'est quoi, selon toi, les meilleurs réseaux sociaux niche ? Ce que je t'avais dit, c'était TikTok, Pinterest, Snapchat, de façon un peu naïve. Et voilà, tu m'as répondu quelque chose, mais je te laisse le reformuler, puisque voilà. Ouais, alors, effectivement, aujourd'hui, tu peux faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, donc ça, c'est Meta. Tu peux faire de la publicité sur Pinterest, sur TikTok, sur Snapchat. Tout ça est très intéressant. Et tu peux faire de la publicité sur Google. Et quand on parle de Google, on parle aussi de YouTube. Nous, globalement, à l'agence, on fait de l'investissement média sur l'ensemble des régies que je viens de citer. Mais pour être honnête, on a quand même un bon 90%, pour ne pas dire 95% de notre investissement qui part sur Meta et Google. Et les 5% qui restent sont partagés entre TikTok, Snapchat et Pinterest. Ouais, parce que ma question sous-jacente, c'était de dire... comme en fait vous êtes expert, alors je fais un peu exprès pour titiller, mais en fait comme vous êtes expert de Meta et Google, vous avez tendance à dire que les autres plateformes sont pas ouf, et en toi tu m'as dit non, pas trop, c'est pas exactement ça, c'est que ça peut être carrément intéressant d'aller dessus, et même tu me disais ça peut être intéressant pour certaines marques d'être en mode 100% Pinterest par exemple des fois, mais ce sera des cas particuliers, et si jamais tu démarres from scratch de nulle part, tu avais plutôt intérêt à minima aller sur Meta, et puis après Google évidemment, mais tu avais quand même intérêt à minima aller là-dessus, et voilà. Si on fait pas si on en est là à l'heure actuelle, et c'est peut-être quelque chose qui peut bouger avec le temps, c'est surtout une question de performance. Et ce qui dirige nos investissements sur Meta et sur Google en priorité, c'est que c'est souvent là où on trouve le plus de performance pour nos clients. Ouais. Et la lumière s'est éteinte. C'est bon. Et du coup, c'est là où on dirige la performance. Moi, en tout cas, j'ai un parti pris, c'est bien de prendre un levier et de le poncer jusqu'à temps qu'on a l'impression qu'on a un peu atteint le fond du puits. Et généralement, le fond du puits, il est même généralement jamais atteint. Enfin, tu vois, on disait tout à l'heure, sur Meta, tu as 40 millions d'utilisateurs. Quand tu es sur un marché, il est souvent de plusieurs millions de personnes. Pour être sûr que tu as vraiment épuisé les millions de personnes rien que sur Meta, il faut déjà avoir quand même mis un bon budget. Mais en tout cas, si tu prends le parti pris de dire moi c'est TikTok ou moi c'est Pinterest, ce qui peut être un bon choix, hein. Franchement, je pense qu'il y a vraiment de très beaux cas de marques qui par exemple se sont lancées uniquement sur TikTok, mais ils sont allés vraiment avec la stratégie parfaite pour ça, et ils y sont allés à fond. Mais ils n'ont pas fait un peu, dire tiens, je vais mettre un peu de budget sur TikTok, un peu sur Pinterest, un peu sur Snap, un peu sur Google. Enfin, trop s'éparpiller, en fait, c'est pas faire bien les choses, c'est trop ventiler son budget. Et je vais faire court, mais nous, par exemple, tu vois, avec un client, là, récemment, on a surtout privilégié le levier Snapchat.
parce qu'il a une forte présence et une forte activité aux Émirats Arabes Unis. Tu peux dire ce que c'est ? C'est une marque de chaussures qui s'appelle Daniel Essa. Et qui font des chaussures vraiment très haut de gamme, etc. Et ça marche bien sur les Émirats Arabes Unis. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait peu de concurrence sur ce levier-là, et qu'en plus, Snapchat est un réseau social bien utilisé sur ce territoire-là. Et au passage, c'est aussi un réseau social qui est beaucoup utilisé en France. Et du coup, on a vraiment mis tous les efforts sur cette régie-là. Ok, trop cool. Et après, je pense qu'une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est YouTube. J'allais t'en parler, je veux que tu me parles de ça parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure dessus. Ouais, YouTube, je trouve qu'on parle de régie de social ads en parlant de Meta, TikTok, Pinterest, Snapchat, mais Google est en train de devenir une régie de social ads aussi. Nous, clairement, c'est des choses qu'on fait de plus en plus avec nos clients, des campagnes de publicité sur YouTube. Et sur YouTube, tu as aussi un placement qui s'appelle les Shorts. Les Shorts, c'est Instagram Reels ou TikTok. C'est quasiment la même chose. Et tu peux aller diffuser de la publicité aussi ici. Et ça peut être extrêmement intéressant pour une marque, dans sa stratégie d'acquisition, de se positionner sur ce genre de placement. YouTube, moi, j'adore. Si, évidemment, on construit une publicité, des ads qui sont faites pour ça, si c'est juste une publicité qu'on a transformée en 16/9 et qu'on la met sur YouTube sans avoir vraiment pensé à si elle avait des chances de performer, c'est pas très intéressant. Mais c'est le watch time sur YouTube, d'autant plus aujourd'hui où c'est un média qui est aussi de plus en plus regardé sur la télé. Ça permet de faire de la publicité à la télé pour un coût qui est dérisoire par rapport à ce qu'on pouvait imaginer faire il y a de ça 10 ans. Alors je trouve que il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Le plus important, c'est de choisir ses batailles et d'y aller par ordre de priorité, parce que parmi tout ce que vous pouvez faire, si vous diluez trop, en fait, vous n'allez rien faire de bien. Autant faire une chose le mieux possible. J'ai une question hyper précise qui est... Alors, je ne vais pas dire qu'on nous pose, mais sur lesquelles on peut être confronté de temps en temps. C'est qu'on fait de temps en temps des landing pages spécifiques pour des campagnes, des fois, etc. Et du coup, ma question, c'est sur l'orientation des publicités, où il y en a certaines que tu pousses directement sur les pages produits, d'autres sur les pages collections, etc. Comment tu vas déterminer le fait de pousser précisément, ma question est très précise, c'est précisément sur plutôt de la page collection ou plutôt de la page produit ? Ouais. Ça doit être surtout cohérent avec ton ads. Ton ad, c'est un peu ta porte d'entrée vers ta boutique. Et si je fais une publicité où je mets en avant, par exemple, un jean ou un produit en particulier, et que je renvoie la personne vers la page collection ou vers la homepage, et qu'après c'est à elle de retrouver le jean en question, j'ai quand même plus de chances que cette personne elle reparte faire autre chose. Faut pas oublier que notamment sur Meta, quand tu es sur Facebook ou sur Instagram, tu viens pas pour voir les publicités d'une marque en particulier. Par contre, la marque elle peut t'intéresser, mais si tu cliques sur la publicité et qu'ensuite c'est galère pour toi d'aller retrouver ce qui t'avait intéressé, c'est plus facile pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite et de retourner faire ce que tu étais en train de faire. C'est ce qui va se passer. Donc je pense qu'il faut toujours être le plus cohérent possible entre ce qu'on montre en publicité et ce qu'on va voir après. Et c'est surtout une question de bon sens, et ça mange pas de pain de mettre la bonne landing page. Donc c'est important de bien le faire. Très cool. J'ai 2 dernières questions avant qu'on passe au vrai faux. Ça va concerner les cas pratiques que tu peux avoir au sein de XPLR. Alors, là, aujourd'hui, tu gères une agence qui a grossi, donc tu connais pas tous les cas, mais de son dont tu te souviens, est-ce que tu as un exemple genre du meilleur ROI, enfin, quand je dis ROI, c'est genre la publicité où tu dis, la vache, celle-ci, elle a cartonné, de l'histoire de XPLR. Est-ce que tu as un exemple en tête où tu dis, putain, celle-ci, elle a cartonné de fou Waouh, là, tu me poses une colle. Une colle, parce que là, si je m'étais préparé cette question, j'aurais trouvé, mais là, j'ai tout de suite 1000 campagnes qui me viennent en tête. Et, non, mais alors peut-être pas la meilleure du coup, puisque tu auras peut-être pas le temps d'y réfléchir, mais en tout cas, une récente où tu te dis, ça a plutôt bien cartonné. Là, tu me poses une colle. Ah ouais, évidemment, tu les connais pas toutes puisque tu. Non, mais je pense notamment à des vidéos avec des fondateurs où en fait, on a des clients, on faisait des publicités UGC, des statiques, des beaux motion design, et en demandant aux fondateurs de prendre la parole face caméra, de faire des contenus qui sont naturels, d'expliquer le produit, etc. Faire ce qu'on appelle du founder generated content. En fait, on se retrouve d'un compte où on galérait un peu à avoir des ads et à les renouveler, à un compte où tout de suite on a un fondateur qui aime prendre la parole face caméra, et ça nous offre des
dizaines de possibilités créatives. Et en fait, c'est même pas une publicité en particulier qui fait que le compte il décolle, mais c'est ce flot de création continue et cette liberté de création que ça nous offre d'avoir une personne chez notre client qui est capable de parler de son produit, de mettre en avant une offre, de raconter l'histoire de la marque, qui nous offre tout de suite tout un tas de possibilités qu'on n'avait pas avant. Et puis tu crées un lien aussi avec la marque plus facilement, avec le fondateur qui te raconte des choses aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis l'intérêt, c'est aussi la flexibilité. Toi, tu peux avoir une idée pendant la pause déj, tu passes un coup de fil à ton client, tu dis faudrait qu'on teste ça. Lui dit je suis chaud, je le tourne en début d'après-midi. Il nous l'envoie à 15h, on fait le montage. Le performance manager, il le lance à 17h30 avant de partir. 48 heures plus tard, on sait si c'était une bonne idée ou pas. Alors que parfois, on peut avoir des projets où ça va être un petit peu plus long. On va avoir une idée, par exemple, on va vouloir faire de l'UGC. On se dit est-ce qu'on le fait, on le fait pas, est-ce qu'on a le budget? Et encore une fois, faire de l'UGC, c'est extrêmement important et intéressant, mais il va falloir trouver le créateur, signer le contrat, lui envoyer le produit, qui nous envoie les rushs, peut-être qu'on fasse un peu de contrôle qualité, 2-3 allers-retours, qu'on fasse le montage. Et en fait, entre le moment où tu as l'idée et le jour où tu publies ta pub, il s'est passé 3 semaines, 1 mois. Et tout de suite, c'est pas la même chose. Le même impact, c'est même le retour sur investissement, temps et humain, il est complètement différent, quoi. Ouais. Hyper cool. J'ai une question qui est un peu similaire, mais peut-être ce sera plus facile pour toi d'y répondre. Enfin, plus facile. Tu as bien répondu, mais je veux moins te challenger dessus. Mais est-ce qu'il y a un test que vous avez fait auquel toi, perso, tu y croyais pas et en fait, qui a bien fonctionné? En gros, il y a un truc, tu t'es dit, je me souviens d'un truc qu'on a testé en mode, je me suis dit, en fait, non, et en fait, ça marchait. Moi, je sais que dans notre cas, chez Moon Moon, il y a des trucs qu'on a fait où je me suis dit, en fait, et en fait, qui ont bien performé sur les conversions du site, tu vois, ce genre de choses, où je m'étais trompé, en gros, quoi. Est-ce que tu as un exemple comme ça aussi, où tu t'es dit, putain, ce truc-là, c'était naze, et en fait, ça a bien marché, tu vois? Je me souviens d'une fois où on avait, avec une cliente, on commençait à travailler avec elle, c'est dans le dans le prêt-à-porter, et elle était assez, ce qui était cool avec elle, c'est que elle avait un vrai esprit créatif, donc assez ouverte, quoi. Et puis elle faisait vraiment c'était pas nous qui nous faisions la créa pour elle, c'était elle qui la faisait. On lui faisait des petites listes de courses, des petites veilles, on disait on aimerait bien pousser ci, ça, puis elle nous envoyait vraiment des bons contenus. Et à côté de ça, il y avait une photo, c'était une paire de ballerines, vraiment la photo très classique, il n'y avait même pas de graphisme, de texte d'ajouter dessus. C'était une photo de ballerine, mais prise sur le trottoir, tu avais encore des feuilles mortes, etc. À côté. Bref, on avait des top publicités et cette photo-là. Et la réalité, c'est qu'on a lancé. Moi, je n'étais pas nécessairement pour lancer cette pub-là, mais est-ce que tu peux, elle était là et c'était la volonté de la cliente qu'on puisse la lancer. Donc, tu vois, je l'ai fait. Et puis, encore une fois, c'est toujours bien de tester. Au pire, ça ne fonctionne pas. Et, généralement, si ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas de budget. Donc, le risque est quand même très limité. Et finalement, c'est une ads qui a tourné mais pendant plus d'1 an. Et c'est une ads qui a trop bien fonctionné. Et j'ai toujours du mal à expliquer pourquoi. Et c'est souvent un cas de figure que je prends parce que ça montre qu'en fait, il ne faut pas avoir de parti pris. Elle vendait des ballerines ? Ouais. Ouais, c'était des ballerines léopard et je pense qu'elles étaient exactement dans le bon contexte. Dans le bon contexte. C'est le produit bon que les gens voulaient acheter à ce moment-là. Des ballerines assez chic quand même. Mais tu vois, c'est bête, mais c'était une photo. Donc la personne avait pris la photo, tu vois, comme ça avec son téléphone. Donc elle s'était portée dans la rue et on voyait bien que le trottoir, c'était l'asphalte. Mais tu sais, les trottoirs parisiens, l'asphalte, il est vraiment noir de certaines couleurs. Donc tu vois tout de suite qu'elle était dans une ambiance un peu parisienne. Les ballerines, elles sont exactement dans ce que les clientes, a priori, voulaient acheter à ce moment-là. Et ça montre que des fois, des choses très simples peuvent aussi très bien fonctionner. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En off, avant ce podcast-là, c'est que tu me disais, je te disais, D'ailleurs, on n'a pas pris le temps de le faire. Désolé, j'ai un peu zappé cette partie-là sur toutes les idées de tests qu'on pourrait faire. Et tu m'en avais listé plein. Et peut-être qu'on pourrait les partager d'ailleurs sur la description du podcast si tu veux bien. Mais tu disais, en fait, tout ça là, c'est cool. Mais en fait, des fois, juste une bonne photo classique à l'ancienne, ça marche très bien aussi. Et la preuve, quoi. Ouais, surtout en prêt-à-porter. Parce que des fois, en fait, un cosmétique, tu as quand même besoin de l'expliquer, etc. Mais un beau t-shirt, un beau jean, un top produit, une belle photo, tu n'as pas besoin d'expliquer à quoi il sert
ton t-shirt, quelles sont ses fonctionnalités réellement. Et des fois, vraiment une belle photo avec la bonne lumière, le beau modèle, dans le bon contexte, ça peut être une excellente pub. Et justement, tu en parles de création, donc de photos, de vidéos aussi. J'imagine que vous faites aussi beaucoup ça. Là, on va passer dans la partie vrai-faux. Et justement, ma première question sur est-ce que tu répondrais que c'est vrai ou que c'est faux, c'est est-ce que dans 5 ans, l'IA gérera mes campagnes mieux qu'une agence ? Donc en gros, est-ce que demain vous allez faire remplacer par l'IA sur la création des UGC, d'une part, enfin des UGC, pardon, des créas, mais aussi sur la gestion des campagnes ? Ouais. Vrai ou faux ? D'abord, faut répondre vrai ou faux d'abord. Alors moi, je suis normand, donc la plupart de mes réponses, c'est un peu vrai, c'est un peu faux. Si c'est 51%, ça va d'un côté ou de l'autre. C'est faux. Mais quand même... T'as bien fait de répondre faux quand même. Non, il y a quand même une part de vérité là-dedans qu'il ne faut pas nier. Et déjà, dans la gestion des campagnes, ça fait un moment quand même que les plateformes s'automatisent, qu'on a de moins en moins de contrôle sur... en tout cas, que les actions très granulaires sur les plateformes, appuyer sur un bouton ou sur l'autre, etc., ont plus finalement de réellement d'impact et ne sont pas de réels leviers de performance pour nous qui nous permettent de faire la différence pour nos clients. Ça, c'est quand même déjà une réalité et je pense que c'est quelque chose qui va s'accélérer avec le temps. Néanmoins, ça reste important de savoir bien structurer un compte et aussi de bien accompagner nos clients dans leur stratégie d'acquisition. Nous, aujourd'hui, dans nos calls, on parle des ads managers, mais on parle encore plus de, par exemple, tu vas sortir une nouvelle collection, de combien on met de budget. Ok, le budget, comment on l'orchestre, combien on met avant, combien on met le jour du lancement, combien on met après, est-ce qu'on fait une pré, est-ce qu'on fait un teasing, est-ce qu'on fait un accès 24 heures pour ceux qui se seront inscrits à la campagne de lead gen qu'on va avoir ensemble, qu'on va avoir récolté justement en amont. Est-ce qu'on utilise Meta, est-ce qu'on utilise Google, tu vois, il y a vraiment toute une partie stratégie et ça, il faut le faire tout le temps et avoir comme ça un marronnier qui est toujours très vivant pour la marque. Et ça, c'est notre rôle aussi avec nos clients de dire, ok, en janvier, c'est les soldes, en février, on lance tel produit, en mars, on n'a rien, ok, qu'est-ce qu'on peut faire en mars pour un moment aller créer de l'attraction et être dans cette démarche-là. Tu vois, notamment Black Friday, Noël, c'est des choses où finalement, il y a le jour J où tu es sur l'Ads Manager, mais ta performance, c'est surtout tout ce que tu as préparé en amont, combien de créa, quel message, avec quelle bon stratégie moment qui aussi, fait la différence. Donc là-dessus, par contre, je pense que l'IA va pouvoir nous aider à être plus rapide dans la mise en forme de nos informations, de nos présentations pour nos clients, mais il y aura toujours le bon sens marketing qui sera important. Et sur la créa, effectivement, aujourd'hui, tu peux créer des UGC en 15 minutes avec des outils comme Arcades, ce qu'on peut faire avec Gemini, Nano Banana, tu as pas mal d'outils comme FreePic, etc. C'est vraiment formidable. Moi, j'ai de la chance en plus à l'agence d'avoir une équipe qui utilise l'IA tous les jours et ça nous permet de faire des choses qui sont vraiment formidables. Ceci étant dit, je pense que le mythe un peu en 1 minute, je fais 50 créas, peut-être que ce sera le cas. Mais dans ce cas-là, tout le monde le fera et du coup, il n'y aura plus aucun avantage compétitif à le faire. Et peut-être qu'à l'inverse, ce sera celui qui fera un contenu sans IA qui sera du coup différenciant des autres, qui attirera plus l'attention. C'est ce que je rebondis là-dessus parce qu'on en a parlé aussi en amont de ça. Ce que tu me disais, je te disais, mais en fait, les contenus qui sont faits avec de l'IA, notamment des UGC, j'ai vu des trucs fous passer et tout, tu vois. Alors toi, tu avais une vision un peu différente parce que tu disais, moi, j'arrive à voir ça, mais peut-être que les gens demain ne le verront pas. Mais c'est surtout que tu m'as dit, peu importe que ça se voit ou pas, si à un moment donné, en fait, la grosse majorité de tes créas est fait avec de l'IA et que typiquement les UGC, c'est pas des vraies personnes qui l'ont fait, peut-être que dans un premier temps, ça se verra pas, mais au fur et à mesure, les gens vont forcément capter que c'est pas forcément des vraies personnes qui ont fait ces UGC-là. Et dans ces cas-là, tu m'as dit, en fait, il y aura une perte de confiance. C'est que tu vas réussir à tromper les gens à un moment donné, mais en fait, les gens, même si l'IA est parfaite, juste le fait de savoir que il y a un peu tromperie sur la marchandise, sur juste le message philosophique qui est passé avec la marque, en fait, une espèce de cassure qui se crée, tu vois. Et je trouvais ça intéressant parce que je m'étais jamais fait trop la réflexion de se dire, en fait, c'est un truc qui est nickel et qu'en fait, ça se voit pas. Bon, voilà. Et en fait, tu m'as dit, même si c'est nickel et que ça se voit pas, ok, mais sauf qu'en fait, à un moment donné, les gens ils vont le savoir, même si c'est nickel et qu'on pourrait se dire que c'est pas le cas. Juste le fait de juste savoir, même si c'est nickel, et en fait, tu dis, en fait, il y a une authenticité qui se décale, quoi. Ouais.
l'e-commerce, c'est du commerce. Et je pense que la base de tout bon commerce, c'est la confiance qu'on crée avec ses clients. Et je dis pas que l'IA, c'est un briseur de confiance, mais celui qui veut faire que ça et qui veut un peu inventer une fausse réalité avec de l'IA, peut-être que ça va marcher, mais je pense que ce ne sera pas une stratégie qui sera à très long terme. Ouais. Et je pense aussi que c'est important de voir l'impact que ça peut avoir dans un monde comme ça, de justement de faire des choses qui sont faites avec un vrai client et pas avec un UGC que tout le monde peut faire en 15 minutes. J'ai toujours peur un peu d'être un boomer en disant, disant ça, mais je pense que en fait, le secret, ce ne sera pas de faire que l'un ou que l'autre, ce sera de trouver le bon équilibre et de mettre chaque chose correctement à sa place. Mais d'ailleurs, ça fait écho un peu à ce que tu as dit tout à l'heure sur ce qui marchait bien, c'était les fondateurs qui se filmaient à l'arrache, etc. Et en fait, demain, même si l'IA est genre pixel perfect et tout ce que tu veux, même sur des vidéos de 15 minutes, bah en fait, autant que ce soit le fondateur qui le fasse, ça lui prend pas beaucoup plus de temps. Et en fait, ça rajoute beaucoup plus d'authenticité et de lien avec la marque, tu vois. Ouais. Donc voilà. Du coup, j'avais une question sur la partie des créas, mais je vais l'enlever, puisque tu as déjà un peu répondu à ça. Alors, j'essaie de bien formuler ma question, parce que je t'en ai un peu parlé tout à l'heure aussi, et ça n'avait pas l'air très clair, mais de mon côté. Hein. Mais en gros, ma question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, le retour sur investissement d'une publicité est lié à 95% par la créa? Vrai ou faux? Ma nature normande revient sur moi. Bah ouais, c'est vrai à 51%. Peut-être un peu plus, à 70%. À 70%. Non, clairement, en tout cas, sur la partie Meta Ads, la créa, c'est là où doit se concentrer l'effort, c'est là où doit être mis l'énergie pour trouver de la performance. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup de travail quand même sous l'iceberg. La structure de tes campagnes, parce que si tu mélanges toutes tes créas entre elles, c'est toujours tes publicités bottom of funnel qui vont prendre du budget. Donc, sur tes... Ce que tu es en train de dire là, on parle un peu de nous, ce qu'on appelle côté plutôt e-commerce, segmentation, quoi. C'est en gros faire en sorte que tes publicités partent pas à n'importe qui, quoi. Que tu es quand même le juste investissement qui part sur des messages pour aller éduquer ton marché, présenter ton produit, créer cette performance de marque dont on parlait tout à l'heure, d'avoir ce budget-là pour préparer Noël, le Black Friday, etc. Il y a quand même une grosse partie sur la structure des campagnes, donc sur le media buying, il reste quand même pas mal de boulot. Et puis là, je parle de Meta, mais il y a aussi toute la partie Google, etc. Les flux shopping, c'était quand même, ça demande beaucoup de boulot de ce côté-là. Et ensuite, il va y avoir toute la partie aussi orchestration dont on parlait juste avant. En vrai, nous, on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais quand on a fait l'analyse de courbes sur Shopify de certains de nos clients en 2025, par exemple, on a un client, il a fait plus 163% de croissance. Ça lui a permis de passer à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2025. Donc c'est quand même, tu vois, une belle croissance. Et quand on regarde la courbe, en fait, il y a quand même une bonne partie de l'année où la courbe elle est assez identique à ce qui se passait l'année précédente. Par contre, là où on a vraiment fait la différence, c'est sur les temps forts. Les lancements de collection, l'année d'avant, ça faisait un pic, tu vois, ça faisait un petit pic. Cette année, et en tout cas l'année dernière, les lancements de collection, c'était pas un petit pic, c'était vraiment une montagne. Parce qu'on avait bien préparé, on avait bien orchestré, on avait le bon budget, la bonne stratégie. Et pareil, sur le Q4, c'est là où vraiment s'est fait toute la différence, et ces 167%, ils se sont surtout joués sur 4 semaines dans l'année, du 15 novembre au 20 décembre. Mais ça, c'était le pilotage, mais c'était quelque chose qu'on a préparé depuis le mois d'août. Et là, on se rend compte que la courbe, elle n'a plus rien à voir, et c'est ce qui nous a permis de faire une grosse année. Et tout ça, quand même, c'est pas de la créa. Enfin, il y a quand même une logique de combien de créa je dois mettre en place, quel angle, quel type de message je dois créer. Mais c'est beaucoup de préparation et de stratégie. Et je trouve que d'une manière générale, ce que j'adore dans notre métier, de plus en plus, c'est qu'en fait, ça redevient un métier de marketing. Là où avant, c'était un peu un métier technique. La différence, c'était un peu à celui qui savait cocher les bons boutons. Qui gérait mieux le back-office de Meta et tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et on a un peu oublié que tout ça, en fait, c'est du marketing. Et je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui sont bons, c'est plutôt ceux qui comprennent, qui réfléchissent et qui font preuve de bon sens marketing dans leur travail. Ouais, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. J'ai une dernière question sur le vrai-faux.
C'est à titre perso pour Moon que j'ai besoin de savoir ça. On fait pas mal de tâches, je te le disais tout à l'heure, sur des landing pages, des fois pour d'autres de tes confrères, sur OK, on va faire des campagnes spécifiques sur des messages. Donc évidemment, tu vas faire une réponse normande sans doute, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'une landing page dédiée à un achat de produit est toujours plus performant qu'une page produit, en général? Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre une page dédiée à un achat de produit versus une page produit? En gros, tu vas avoir ta page produit classique de ton site de e-commerce, et tu peux créer une landing page vraiment dédiée à un message spécifique, qui est en fait une page produit, mais qui est foutue un peu différemment. Qui est travaillée spécifiquement pour la campagne, où c'est cohérent avec la publicité. Moi, je trouve que plus on apporte de cohérence dans le parcours de l'internaute, et plus on réduit au maximum toute potentielle friction, le mieux c'est. Donc c'est vrai, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Ceci étant dit, ça prend effectivement du temps, de l'énergie, etc. Exactement. Mais quand on a un gros lancement, quand on a un gros produit, un gros sujet, ça peut être intéressant effectivement peut-être de mettre, je sais pas, si c'est un lancement pour lequel tu as prévu 50 000 € de budget ads, c'est peut-être mieux d'en dépenser 49 000 et d'en mettre 1 000 pour aller faire une belle landing page. Alors, après, je sais pas exactement combien tu te factures, mais un peu plus. Tu vois l'idée. Ouais, non, mais complètement. Écoute, merci beaucoup Thomas. On a fini cette interview. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ou c'est bon? Non, écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait très plaisir de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Moi aussi, c'était hyper cool. Merci pour tout ça. Beaucoup. Il y a plein de sujets que j'ai dû zapper parce que c'était passionnant, donc franchement merci beaucoup Thomas. On se refera un autre épisode, alors peut-être pas tout de suite mais l'année prochaine, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en un an maintenant, ça va hyper vite. Je suis sûr qu'on parlera encore plus d'IA dans un an, c'est quasi certain. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, jusqu'au dans le bureau pour faire l'enregistrement. Et puis dernière chose qu'on peut préciser, c'est si jamais les gens qui nous écoutent, alors encore une fois c'est pas une pub pour XPLR, mais vu que vous l'avez écouté pendant 1 heure, si vous êtes toujours là, si vous intéresse, comment on peut te contacter ou regarder ce que vous faites? Ça peut être sur LinkedIn, Thomas Jossom, par email, thomas@agencexplr.com. Je ne sais pas si vous mettrez des liens dans la description, mais sans doute. Je pourrais vous envoyer. Je regarde Alan pour qu'il... Le plus simple, c'est de m'envoyer un email directement. Ok, trop cool. Écoute, merci. D'aller sur notre site, faire une demande de rendez-vous. Complètement. Écoute, merci beaucoup. Et puis vous mettrez que vous avez découvert Thomas sur ce podcast, si c'est le cas. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a eu des gens qui l'ont fait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On me dit dans l'oreillette qu'il faut que je vous parle de notre newsletter qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant, qui est orchestrée par Alan, qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, que vous pouvez retrouver sur notre site. Alors aujourd'hui c'est dans le footer, c'est un peu caché, mais on va essayer de le mettre beaucoup plus en avant, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter. On essaie de faire des cas de clients très spécifiques avec un maximum de data. Voilà, donc on s'améliore au fur et à mesure et on essaie d'être assez précis. Et même si Alan m'avait dit de ne pas faire 2 CTA parce que c'était trop long, je vais quand même en faire un deuxième. C'est évidemment de vous inscrire à ce podcast sur YouTube si vous l'écoutez vous le regardez sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute, évidemment. Et donc, merci encore Thomas. Et puis, dans 2 semaines pour un prochain épisode du Shop des Titans. Merci beaucoup. Ciao.